Coucou ma biche. Salut. Je suis très heureux de te recevoir ici. C'est un sujet qui est un peu différent aujourd'hui. C'est un sujet qui me tient à cœur, qui te tient à cœur. Et je voulais qu'on discute de haut en bas, de gauche à droite, de long en large, de la thématique de la coparentalité, enfin de la parentalité, de la coparentalité, de l'éducation de l'enfant. Je pense qu'on va démystifier tous ces sujets-là aujourd'hui. On va essayer en tout cas. Si on va un peu trop loin et que ça dépasse un petit peu ton expertise, évidemment, il faut me le dire parce que je sais que c'est un sujet qui est assez niche. Oui. Qui peut déborder, mais je crois que tu as cette humilité pour dire que en fait, c'est ton expertise ou ce n'est plus ton expertise. Et je pense que tu fais ça très bien. Exact. Merci d'être là. Merci à toi de m'accueillir. Alors, on en parlait parce que moi, c'est vrai que j'avais cette notion de coparentalité qui était après une rupture, post-rupture, mais on parle aussi de coparentalité pré. Ouais. Et post, donc pas si le mot rupture c'est le bon mot par rapport à cette adéquation de coparentalité, mais en tout cas on parle de coparentalité avant et après. Oui, exactement. Donc la coparentalité c'est beaucoup plus large que juste des parents qui sont séparés et qui doivent du coup coparenter pour un enfant. La coparentalité elle s'installe vraiment à partir du moment où on décide d'avoir des enfants. C'est un peu comme dans une équipe de basket, t'as tes coéquipiers. Tes coéquipiers ils sont là pendant le match, quand vous êtes tous ensemble, ils sont là après. C'est un peu la même chose. Et donc, la coparentalité, c'est vraiment quelque chose qui se construit dès le moment où on veut avoir des enfants et qui s'alimente au fur et à mesure de la relation. Est-ce qu'on peut parler de coparentalité avant même d'avoir des enfants ? C'est-à-dire, imaginons, on se projette parents dans 5 ans. Est-ce qu'on peut déjà construire ça ? Est-ce qu'on peut déjà y penser ? C'est déjà quelque chose qu'on peut construire, de se dire, tiens, comment est-ce qu'on a envie d'éduquer nos enfants, en fait ? Avec quelles valeurs, quel cadre est-ce qu'on a envie de poser ? Oui, c'est des éléments qui sont assez importants à discuter déjà avant. Donc, à partir du moment où le projet enfant arrive, clairement, la coparentalité a toute sa place. Donc, du coup... on va dire que ton expertise, tu fournis une méthode pour être un bon parent, une méthode pour être un bon adulte. C'est quoi finalement ton service offer ou ton expertise là-dessus ? Alors, il n'y a pas de mode d'emploi pour être un bon parent. Ça, ou pour être des beaux comparants. Ok, bon, je peux quand même dire que certains trucs, c'est être mauvais parent ou bon parent. Oui, après... La coparentalité, c'est quelque chose qui se construit à deux. Donc, en fait, tu vas toi-même construire avec ton partenaire les règles du jeu. Donc, il n'y a pas un manuel qui dit pour être un bon parent, c'est comme ça. Okay. C'est un peu comme avec les éducations des enfants. On parle de l'éducation positive. Il y a 1 milliard de possibilités différentes. Ce qui est important, c'est de donner une éducation qui te ressemble à toi et avec laquelle tu es en accord avec ton partenaire aussi. Okay. Ça, c'est vraiment le plus important. C'est une coparentalité, tu vas pouvoir discuter, avoir une communication ouverte. Je trouve ça assez comique parce que finalement, c'est l'une des choses les plus importantes au monde. C'est on décide d'avoir un enfant, on décide de créer un être vivant. Et en fait, il y a pas de cours à l'école pour être un bon parent, alors que c'est important, c'est tout aussi important que le code de la route ou que la capitale de la Mongolie. Tu connais la capitale Aucune de la Mongolie idée. Ou Ulaanbaatar. Géographie. Il y a plein de trucs qu'on apprend à l'école, mais on n'apprend pas justement à être un bon parent. Du coup, c'est qui tes patients, tes clients ? On dit patients ou clients ? C'est mes coachés. Tes coachés, ok. Ouais. Donc ces gens-là, ils ont des problématiques et ils vont chez toi. Et toi, on va dire que tu es coach, tu es consultante en vie d'adulte, en vie de parent. Je suis coach en coparentalité, oui. Okay. Et je me forme pour la médiation familiale aussi. D'accord. Donc là, a priori, dans 1 an, je serai médiatrice familiale. Donc médiation familiale, par contre, c'est plus post... C'est ça. Que près. Et encore, on pourrait faire la médiation, on pourrait voir la médiation comme une soupape. En gros, il y a vraiment la pression qui monte, les parents n'arrivent pas spécialement à communiquer parce que ils sont dans la vie quotidienne, ils avancent et ça va à fond. Okay. Et en fait, à un moment, ils ont juste besoin de vider la soupape, mais ils veulent faire ça dans un endroit qui est sécurisé, avec un médiateur qui va les aider à communiquer correctement, à remettre des mots sur ce qu'ils ressentent, les besoins qui sont derrière. Mais clairement, pour le moment, c'est fort vu, une fois qu'on se sépare, comment est-ce qu'on va se séparer ? C'est quoi la différence entre ton rôle et celui d'un psy ? Alors moi, je suis pas du tout psychologue. Mon but à moi, c'est vraiment, je laisse la responsabilité aux coachés. Ils viennent chez moi et moi, en fait, je vais leur poser des questions. Donc, je pars du principe que les réponses, ils pour les l'instant, ont. tout ce que tu me dis, c'est comme un psychologue, non ? Oui. La responsabilité, elle est chez le patient et il pose plein de questions. Oui, le but, c'est vraiment que... Moi, je pars du principe, et en tant que coach, on part du principe que nos coachés ont les réponses en eux. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à les voir, ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. Et en fait, on va nous les faire avancer vers les réponses en posant certaines questions. Donc ça, c'est vraiment le but. De temps en temps, il y a des conseils qui peuvent être donnés, mais ça reste rare. Et il y a des parents qui vont arriver en disant « Mais dites-nous comment faire pour mieux communiquer ». Mais en fait, non, vous, qu'est-ce que vous avez besoin pour mieux communiquer ? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? De quelle manière est-ce que vous avez envie que ça se passe ? Dans quel cadre ? Et c'est vraiment ça, parce qu'il y a des parents qui vont être tout à fait OK de discuter au coin à la cuisine, en cuisinant, etc. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'un moment à deux où les enfants sont couchés ou même de sortir de la maison.
c'est propre à chacun. Chacun son canevas, chacun son histoire, chacun son framework. Exactement. D'accord. Typiquement, est-ce qu'il y a des parents qui viennent chez toi qui disent salut Morgane, en fait, aide-nous à être des meilleurs parents. On ne sait même pas si on fait ça bien. Peut-être qu'on fait ça bien et du coup, ça corroborera ce qu'on fait. Ouais. Ou par contre, on a l'impression qu'on fait ça mal et aide-nous. Et puis ils viennent, ils t'expliquent moi je couche le petit, l'autre il arrive et il le découche. Moi je fais à manger à 19h et l'autre il mange à 21h. On voulait faire du basket, il voulait faire du foot. C'est quoi finalement un niveau de gravité pour venir chez toi? Il ne doit pas spécialement y avoir de niveau de gravité. Je crois que c'est à partir du moment, ça ce serait vraiment l'idéal, à partir du moment où le couple, qui est toujours un couple intime, amoureux, se rend compte qu'il y a des discordances au niveau de l'éducation qu'on a envie de donner, des valeurs, et de se dire, tiens, ce serait peut-être intéressant qu'on puisse aller en discuter et qu'on puisse mettre des choses en place pour pouvoir mieux parler de tout ça et réussir à trouver des compromis. Parce que, in fine, la vie, le couple, c'est fait de compromis. On doit fonctionner ensemble, on n'est pas seul, on peut pas être égoïste et donc on doit pouvoir en parler. Le tout, c'est de savoir comment en parler. Et souvent, les personnes ne savent pas comment communiquer à l'autre parce qu'ils ont parfois peur que ce soit mal pris et donc préfèrent avoir une personne tierce qui est là pour les aider. Ça, ce serait l'idéal. Malheureusement, souvent, c'est plus tard et donc le couple bat déjà de l'aile ou est en train de se séparer ou est déjà séparé depuis longtemps et se dit mais en fait c'est plus possible parce qu'à chaque fois qu'on parle des enfants on se dispute, ça part en cacahuète et en fait on n'en peut plus et on veut trouver des solutions pour ça. Est-ce que c'est souvent l'enfant le problème ou alors la perception de problème ou alors les gens sont assez mûrs et matures pour se dire en fait c'est nous-mêmes le problème et donc nous-mêmes la solution, l'enfant n'a rien à voir? A priori l'enfant n'a rien à voir, l'enfant n'a rien demandé. Il peut y avoir des enfants qui sont plus compliqués. Alors clairement un enfant c'est un chamboulement dans un couple, hein. Ça il faut pas se mentir. C'est un énorme tsunami qui arrive. Tu avais l'habitude d'être tranquille avec ton partenaire. Du jour au lendemain, il y a cet enfant qui arrive. Tu dors plus la nuit. Tu as une organisation qui change complètement. Les sorties avec les potes, les after-work non-stop. À un moment, il faut mettre une croix dessus. Donc, c'est tout ça. C'est un énorme chamboulement. Si tu n'es pas prêt pour ça et que ton couple n'est pas assez solide pour ça, clairement, il y a un moment où tu as les fondations qui risquent de s'écrouler. D'accord. Le tout, c'est de réussir à en parler et l'idéal, c'est d'en avoir parlé avant aussi, de se dire ok, on va avoir l'enfant, en fait, qu'est-ce qu'on se met, nous, comme cadre, en tant que parents, autour de ça? Comme souvent, donc la réponse se trouve dans la communication et les moments de qualité. Exactement. Ouais. Est-ce que je peux partir du principe, moi j'ai une théorie par rapport à ça, prenons une année coulante de 365 jours, il faut aller chez le médecin une fois par an pour aller faire un petit check, il faut aller chez le dentiste une fois par an, ça, c'est important, se brosser les dents évidemment 2 fois par jour. Moi je pars du principe que voir un psy, il faut aussi le faire voire quelques séances par an pour la santé mentale. Ouais. Est-ce qu'on peut partir du principe aussi que c'est sain, même si tout va bien, de se dire que c'est bien de venir te voir toi ou une de tes consoeurs, confrères, une fois ou quelques fois par an? Alors oui, clairement, parce qu'il y aura toujours des petites frustrations, des non-dits. Ça peut être des bêtises. Tout à l'heure, tu disais, il y en a un qui couche les enfants à 19h et puis l'autre parent arrive à 20h et boum, c'est de nouveau le ramda alors que tout le coucher avait été fait. De base, ça va passer inaperçu, mais potentiellement, la personne qui couche à 19h, elle va en avoir un peu ras la patate et aura besoin d'en parler. Okay. Si on arrive à discuter de tout ça pendant des sessions qui sont dédié 100% à ça et où il y a une écoute active qui est mise en place aussi, clairement, ça va permettre d'éventuellement pouvoir changer et de se dire, en fait, moi, quand tu rentres à 20h, alors que j'ai déjà passé 3 heures à essayer de coucher les gosses et qu'en un coup, c'est de nouveau la folie, c'est la fête dans la chambre, en fait, pour moi, c'est pas agréable. Ok, très bien. Simulation. Je rentre, tu me dis ça, c'est moi qui rentre. Ouais. Et je te dis, ok, mamie, ma chérie, mais moi, je viens de faire 2 heures de route. J'ai travaillé depuis 7h du mat, je viens de faire 2 heures de route. J'étais dans un embouteillage, j'étais en call en même temps. Et pour info, j'ai pris les rendez-vous pour les enfants la semaine prochaine. Donc t'as l'impression que je fais rien, mais en fait je fais plein de trucs. Peut-être que je devrais plus te le dire, mais on n'a pas l'impression d'en parler. De nouveau, la communication, c'est de réussir à ressentir ce que chacun fait. Et de nouveau, un couple parental, c'est un contrat. De nouveau, dans une équipe de basket, chacun a son rôle. Et les rôles sont complètement définis. Le coaching est défini. Tu sais où tu dois te placer, à quel moment pour que la passe arrive, pour pouvoir marquer le point. C'est la même chose dans un couple parental. On en discutait un peu avant, mais il y a des éléments structurels ou même politiques qui font que de pays en pays, il y a quand même des influences et des changements, mais il y a également aussi des cultures ancrées ou des histoires qui font que les chiffres sont différents et donc la manière de le faire, c'est différent. Ouais. Donc on disait qu'en Belgique, il y avait plus ou moins maximum 30% de pères qui ne prenaient pas le congé parental. Oui, donc ça, hein, en Belgique, en France, le congé parental pour le papa est encore assez petit. Donc on parle de 4 semaines. La maman, elle... Maintenant, mais ça a déjà évolué. Maintenant, avant on était à 2 semaines. Il y a une dizaine d'années, c'était à 2 semaines. Ouais. C'est ça. Ouais. Et donc là, déjà, il y a une évolution. Malheureusement. Tu n'avais pas pris. J'avais pas capté l'importance. Non, vraiment. Mais à refaire, j'aurais tout pris. Et encore 2 semaines, c'est rien du tout par rapport à la vie d'un enfant. Ouais. Quand on regarde dans les pays nordiques,
on va se retrouver à 180 jours, à 9 mois parfois. Mais alors, ils vont avoir 9 mois à se partager. Et donc, il y a un parent qui va prendre autant de mois, l'autre parent autant de mois. Et puis ensuite, c'est à se partager. Mais les papas sont impliqués depuis le jour 1 dans l'éducation de l'enfant. Et en fait, ils vont s'impliquer beaucoup plus. Et donc, ils vont réussir à développer aussi une relation avec l'enfant beaucoup plus forte. Et surtout, la maman va avoir confiance beaucoup plus rapidement aussi. Quoi, tu veux dire quoi, pour lâcher prise Pour pouvoir lâcher prise. Parce qu'elle a l'impression que le papa est plus imprégné. Exactement. Okay. Elle aura vu le papa à l'œuvre parce que pendant 3 mois, ils auront été tous les deux à la maison. Alors, il y a des sociétés aujourd'hui qui le font. Pour nommer par exemple GSK, offre aujourd'hui 3 mois de congé paternité à la naissance pour que le papa soit le même temps que la maman à la maison. C'est génial. Partage vraiment la charge mentale, la fatigue, etc. C'est le privé qui le fait. Dommage, ça se passe pas au niveau public. Ce serait incroyable si ça pouvait se passer parce que du coup, ce qu'on voit en termes de conséquences, c'est que pour les séparations, dans les pays nordiques, effectivement, il y a entre 30 et 35% de gardes qui sont égalitaires. Autant de temps chez papa que chez maman. En Belgique, on est aux alentours des 20%. Okay. C'est beaucoup moins. Donc un couple sur 5 le fait. Exactement. Donc c'est vraiment très peu et il y a plus de 60% des enfants qui vivent principalement chez la maman en Belgique. C'est énorme. Donc les pères sont clairement fort mis à l'écart. Le Canada, je pense qu'ils font 50-50. Je crois que le couple a droit à 1 an de congé parental à splitter comme ils veulent. Ok. Je trouve ça beaucoup plus smart que de dire, OK, en fait, c'est 6 mois, ou 2 mois. Ou... Là, finalement, c'est les gars, vous avez 1 an et tricuplan. C'est vraiment faites comme vous voulez. C'est quoi la solution miracle, finalement, ou l'idéal qu'est-ce qu'on devrait, nous, mettre en place en Belgique? Ce serait que le congé parental soit le même. Égalitaire. Complètement. Et combien de temps? C'est quoi l'idéal? Alors, 3 mois, les bébés sont encore tout petits. Je vais pas te l'apprendre. T'as un enfant, à 3 mois, c'est encore vraiment tout petit. Il a 9 ans, c'est toujours mon bébé. T'as pas encore envie de le lâcher à ce moment-là, mais clairement, il y a un moment aussi, tu as envie de reprendre ta vie. Parce qu'au-delà de la vie de parents, tu as ta vie de couple aussi, qui reste un élément important. Tu as ton épanouissement personnel qui est important aussi. Et donc, à un moment, les parents ont envie de retourner travailler, ont envie de reprendre leur vie. Donc, dire qu'il faut 3 mois, 4 mois, 6 mois, aucune idée. Par contre, si les parents ont le même temps ensemble avec l'enfant dès qu'ils sont tout petits, ça permet quand même d'alléger la charge mentale de la maman. Ça permet au papa aussi de voir à quel point ça peut être lourd les premiers mois d'un bébé. C'est pas du tout, parce qu'on parle de congé maternité, vraiment un congé, c'est un job à temps plein, voire même plus, que c'est 24 heures sur 24. Je pousse le truc, mais étant donné que c'est très important de bien éduquer nos enfants et de nous rester sains pour que eux soient sains et que notre univers soit sain, parce que finalement c'est notre futur, plus rester en forme, bien manger, faire du sport. On pourrait aussi, l'État pourrait dire, OK, vous avez d'office 2 heures par semaine pour faire votre sport, 2 heures par semaine pour vous calmer, et l'employeur doit vous mettre de côté pour bien manger, etc. Il y a un moment, c'est limite, parce qu'il faut quand même in fine travailler pour que l'économie tourne et que la vie tourne. Bien sûr. Donc c'est quoi la bonne balance de tout ça? De nouveau, ça dépend. T'as pas besoin du même équilibre que moi. Toi, tu bosses beaucoup plus que ce que d'autres personnes vont travailler, mais ça fait partie de ton équilibre à toi. T'as des personnes qui vont avoir plus besoin d'être en famille, plus besoin d'être entre amis. Il n'y a pas de règle. Ce que tu dois réussir à faire, et c'est ça qui est important dans le couple aussi, c'est de pouvoir discuter de ça. De pouvoir dire, en fait, voilà, moi, j'ai besoin d'avoir X heures de sport par semaine. Toi, t'as besoin de voir tes copines X nombre de fois par semaine. OK, comment est-ce qu'on va faire en sorte que ça fonctionne? Est-ce qu'on demande de l'aide externe? Est-ce qu'on fait une genre de garde alternée, mais tout en étant en couple? C'est tout ça qui se pose. C'est vraiment, il n'y a pas de règles, chacun fonctionne différemment. Je crois que je ne connais pas un couple qui fonctionne de la même manière. Ok. Si on reprend les 2 moments, les 2 cycles, donc de coparentalité avant-après, je vais lister ici quelques cas pour que ce soit parlant. Le premier cas de avant séparation, on commence par le positif, c'est une maman qui suit des formations de parentalité positive. Elle pose des nouvelles règles et elle commence à parler autrement à son fils. Elle utilise un langage éducatif différent. Mais son conjoint n'est pas dans cette démarche. Pour plein de raisons. Parce qu'il travaille beaucoup, parce qu'il n'est pas là-dedans, il n'y croit pas. Résultat, il y a 2 discours contradictoires. Ça, c'est un cas que tu rencontres de manière assez fréquente. Qu'est-ce que tu peux en dire? C'est le gros souci aujourd'hui, dans notre société à nous, de l'éducation. C'est qu'effectivement, il y a plein de sortes d'éducation différentes et trop souvent, c'est les mamans qui s'y intéressent et les papas qui sont en train de travailler, qui avancent là-dedans. Et il y a peu de communication qui se passe. Le gros souci que tu as là, c'est que en fait, tu vas plus être d'accord du tout sur la manière d'éduquer et ça va créer des conflits dans le couple. L'idéal, ce serait que les 2 parents aillent ensemble en coaching pour mieux éduquer son enfant, en coaching positif, que la maman et le papa lisent les livres. Pour donner un exemple de nouveau, au niveau des pays nordiques, il y a tout un accompagnement sur l'éducation de l'enfant avant même que l'enfant soit là et puis dans les premiers mois de l'enfant, mais avec les
deux parents et c'est quelque chose qui est mis en place de manière globale. Que l'éducation nationale préconise ça ou propose ça ou ils ont... C'est le gouvernement qui propose une aide, c'est de la guidance parentale, du coaching parental. Non payant, c'est proposé ou c'est remboursé. C'est remboursé en tout cas, oui. Et donc les deux sont inclus là-dedans et ont un développement aussi, une réflexion à ce niveau-là. Et donc et papa et maman vont se dire, en fait, nous, ensemble, on a envie de faire de l'éducation positive ou on a envie de faire des punitions, peu importe. C'est pas les mêmes pays qui laissent les enfants dehors à moins 10 degrés. Oui, mais ils sont mère synthé. Hein. Deuxième cas, sur la coparentalité avant séparation, on entend souvent dire que l'arrivée d'un enfant consolide le couple. C'est un peu le conte de fées moderne, mais entre nous, c'est plutôt parfois considéré comme une bombe à retardement. C'est quoi la réalité là-dedans ? Comme je disais là tout à l'heure, un bébé, c'est un tsunami qui arrive dans ta vie. Tu avais l'habitude d'avoir ta petite vie pépère où tu faisais ce que tu voulais et en un coup, tout ça c'est terminé. Tu vas devoir faire des concessions par rapport à une troisième personne. Ton conjoint ou ta compagne va avoir beaucoup moins de temps à t'accorder parce que y a rien à faire. Avant, on était juste un couple amoureux et en un coup, on devient parents. Donc c'est une nouvelle dynamique. Plus c'est discuter en amont, qu'on est prêt à l'arrivée de cet enfant, que tout a été mis en place plus le couple sera solide. Mais il n'y a rien à faire. Le manque de sommeil, la fatigue, la charge mentale qui augmente, ça mène à des conflits. Plus on est fatigué, moins on est constructif. Et donc, clairement, ça peut être compliqué. Donc, soit le couple va ressortir de cette épreuve-là beaucoup plus forte parce qu'ils auront réussi à construire un truc, soit en fait, il risque d'y avoir quelques fractures. Troisième cas, mon enfant, ce tyran, on a les parents qui se disputent pour savoir si le bébé doit dormir avec eux, dans le lit conjugal, tôt ou tard. Ouais. Et finalement, c'est le bébé qui a toujours raison. Qu'est-ce qu'on en pense ? C'est compliqué, parce que de nouveau, il y a plein de philosophies différentes. Est-ce que le bébé doit dormir dans le cododo ou pas ? Est-ce qu'il a sa place dans le lit conjugal ? De nouveau, c'est une discussion. Le gros risque, c'est la vie intime du couple. Mais une fois de plus, c'est quelque chose qui peut se discuter. La vie intime, elle ne se joue pas que dans le lit, elle peut se réinventer. On peut avoir des moments intimes ailleurs, différemment, pendant un certain temps, se faire des escapades. Il y a plein de façons différentes de réinventer son couple. Là, on est dans des cas, on va dire, pré-séparation. Ouais. Où on n'imagine pas encore la séparation. Ou pas de séparation. Voilà. C'est-à-dire que c'est encore curable. C'est-à-dire qu'on peut encore trouver des solutions avant de séparer. Ensuite, il y a des cas de coparentalité après séparation. Ouais. Où là, c'est parfois un peu plus dur, un peu plus grave, un peu plus lourd. C'est ça ? Oui. C'est quoi la grosse différence entre les deux ? Entre les deux, c'est que dans un premier cas, on est encore amoureux et tout va bien. Dans le deuxième cas, t'as ton monde qui s'effondre. C'est que toute ta vie, comme tu l'avais imaginé, avec une famille soudée et les enfants, du jour au lendemain, s'effondre. Et donc, il y a énormément de tristesse, il y a un énorme deuil à faire par rapport à ça, de la famille nucléaire. Le risque qu'il y a, c'est que parfois, on va s'inventer des histoires. Famille nucléaire, ça veut dire quoi ? La famille nucléaire, c'est vraiment la famille comme on la connaît, avec un papa et une maman et les enfants. Le risque qu'il y a, c'est que une fois qu'il y a une séparation, tant pour la personne qui quitte que la personne qui est quittée, c'est très compliqué. La personne qui quitte, il ne faut pas croire qu'elle a le bon rôle. C'est extrêmement difficile pour elle parce qu'elle doit prendre des décisions. Elle se sent un peu coupable d'avoir fait exploser tout ça. Là où la personne qui est quittée, clairement, elle est effondrée aussi, elle ne l'a pas vu venir. Et donc, il risque d'y avoir un peu de colère qui se met en place. Un jeu d'ego. Et à partir du moment où il y a de la colère et un jeu d'ego, ça devient très compliqué de parler parce que l'autre sera toujours le fautif. Ce que tu dis là, ça paraît parfois évident. C'est un peu du common sense. Et pour moi, la réponse, c'est chaque personne un peu mature peut finalement trouver les solutions. Du coup, c'est aussi vachement dépendant de la personnalité des gens, de leur ressenti, de leur vécu, de leur trauma. Comment tu fais pour aider justement ces personnes-là où pour eux, ça paraît pas si logique ? Alors, c'est de réussir à les faire parler et de comprendre pourquoi ils n'y arrivent pas. Pourquoi ils n'arrivent pas à mettre l'enfant au centre de leurs préoccupations. Et du coup, tu as des mécanismes, tu as des méthodes, tu as des process pour faire ça ? Alors, c'est de les faire parler. La partie de la narration, en gros, c'est que chacun puisse expliquer son histoire, son ressenti, son vécu, comment il a perçu les choses, ce qui se passe pour lui, et essayer de mettre des besoins derrière tout ça. De se dire, OK, mais quand vous dites ça, c'est parce que vous avez un besoin de reconnaissance, par exemple. Et de vraiment essayer de faire en sorte que les deux parents puissent aller visiter, en quelque sorte, l'île de l'autre et comprendre ce qui se joue l'un pour l'autre. Ça a quelque chose à voir avec l'île des gauchers ou pas ? Avec les quoi ? L'île des gauchers, non ? T'as pas lu le livre ? Non. Ah, je te firai, c'est incroyable. Non, c'est ça. Okay, chacun a son île et son île idyllique sur lesquelles il se projette. Donc il y a déjà ça, mais il y a sa réalité aussi. Et il y a un moment en fait où la scission se fait de telle sorte qu'on n'arrive plus à voir l'île de l'autre. Parce que l'autre est le mauvais, l'autre est le méchant, et c'est l'autre qui fait tout mal. Or, il y a des choses, en fait, parfois on a des réactions qui sont liées à une tristesse, à un trauma, comme tu disais, à un besoin qui n'est pas nourri. Et donc le fait
fait d'en parler et de réussir à mettre des mots dessus et de reformuler aussi, ça va permettre de calmer, de désamorcer le conflit. Deuxième cas, conflit de loyauté, plutôt là dans le côté séparation. Donc typiquement, quand je vois mon père triste, je veux rester chez lui et du coup, miskin, j'ai envie de... Maman, sorry, je viendrai pas, il est pas bien. Qu'est-ce qu'on pense de ça? C'est parce que c'est très, très lourd. C'est très compliqué pour l'enfant. C'est OK en tant que parent de montrer qu'on a des émotions, qu'on est triste, etc. Mais il faut pas oublier son rôle de parent. L'enfant, il doit rester enfant. On peut pas lui retirer son enfance et son rôle d'enfant juste parce qu'on est triste ou qu'il y a une séparation. Donc oui, l'enfant va ressentir de la tristesse, mais c'est important de pouvoir lui expliquer, écoute, oui, je suis triste parce qu'il se passe telle et telle chose, mais je me soigne et je fais en sorte, je vais voir les copains. Et quand tu n'es pas là, il y a ceci, il y a cela qui se passe. Et pour moi, c'est important que tu aies autant de plaisir à aller d'un côté que de l'autre. Et c'est vraiment, même si c'est difficile à dire et que potentiellement on le pense pas, c'est quand même essayer de dire à l'enfant, de le rassurer énormément là-dessus, que en fait, on s'est soigné nous-mêmes et qu'on n'a pas besoin de lui pour ça, que c'est pas son rôle. Le cas prochain, c'est ce qu'on appelle l'enfant messager, le bébé messager. Ouais. Les parents se parlent pas, se parlent plus, et c'est l'enfant qui dit tiens. C'est papa qui demande les papiers d'école. C'est terrible pour l'enfant parce que là, on lui retire carrément son rôle d'enfant et son innocence et on le parentalise. On lui demande de devenir adulte et de faire passer des messages. Là, il y a plusieurs choses qui sont possibles, mais de nouveau, c'est en parler, c'est d'avoir un accord sur comment est-ce que vous avez envie de communiquer sur l'enfant. Est-ce que c'est par email? Est-ce qu'on fait un carnet de correspondance? Est-ce que c'est par WhatsApp? Est-ce que vous vous appelez tous les jours 5 minutes pour expliquer un peu comment s'est passée la journée? Peu importe, mais il faut absolument éviter de demander à l'enfant de faire passer des messages parce que c'est pas son rôle. Il a rien demandé, lui. Les règles qui changent des maisons. Chez papa, moi, je peux regarder la télé jusqu'à 21h. Chez papa, moi, le matin, je peux regarder des animés. Chez papa, je peux manger du sucre. Alors là, il faut faire attention aussi parce que les enfants sont malins. Et parfois... c'est fripouille. Complètement. Et donc, dès qu'ils comprennent un fonctionnement, ils vont en profiter. Dès qu'ils voient une faille, ils vont y aller. Ouais. Donc, c'est toujours faire attention. Et en fait, c'est très important de pouvoir expliquer. J'explique à mes coachés d'ailleurs que l'enfant, il a maintenant 2 maisons, 2 planètes, 2 réalités différentes. Et que c'est OK de voyager d'une planète à l'autre. Et donc, les règles chez papa, chez maman sont différentes. L'idéal, évidemment, c'est de réussir à avoir un cadre qui est commun, un cadre assez large commun. Et puis ensuite, dans le cadre, on fait ce qu'on veut dans chacune des 2 familles. Et l'enfant, du coup, en fait, il prend un petit peu de chez maman, il prend un peu de chez papa, ça lui fait un bagage. Et du coup, ça lui donne une ouverture au monde aussi, une richesse assez intéressante. Ce qu'il faut essayer de ne pas faire, c'est de tomber dans le jeu de l'enfant quand l'enfant vient te dire « Ah oui, mais là, nous, tous les soirs, on peut regarder 15 minutes la télévision chez maman. » Ok, très bien, ça c'est chez maman, mais c'est pas chez nous. Et chez nous, il y a d'autres choses. C'est pas de rentrer dans le jeu, c'est pas d'essayer d'aller faire plus parce que potentiellement en fait ils regardent pas du tout la télé chez maman. Et ce qu'il faut surtout éviter de faire, c'est d'aller accuser l'autre parent en disant ah mais non on avait dit pas de télé et en fait tous les jours ils regardent 15 minutes. Parce qu'au final le plus important là-dedans c'est qu'il faut le faire pour l'enfant. Bah oui. Et le cadre global. C'est ça. Peut-être faire un step back et se dire si je fais pas pour moi parce qu'en fait je suis pas content, j'ai la haine ou finalement c'est pas ça me correspond pas ou c'est pas mes valeurs. C'est un peu l'égoïsme au final. C'est de l'égoïsme et souvent on va faire ça, on va essayer de compenser et de se dire moi je vais gâter mon enfant quand il est chez moi comme ça il va préférer venir chez moi. Ou en tout cas, il sera content de venir. La compétition oui, malsaine, c'est une genre de compétition malsaine. Okay. Mais clairement, tant qu'on garde l'enfant au centre des préoccupations, a priori, il n'y a même pas place à cette compétition malsaine. Parce qu'on va toujours penser au bien-être de l'enfant. Je disais là qu'ils appellent ça le baby clash. Près de 20 à 25% des couples qui se séparent dans l'année qui suit la naissance de leur enfant. C'est des chiffres qui te parlent, toi? Il y a effectivement des couples qui se séparent après la naissance d'un enfant, parce qu'il y a quand même pas mal de couples aussi qui vont faire un enfant en pensant sauver le couple. C'est pas la chose à faire. Un enfant va pas sauver un couple. Tu veux dire quoi? C'est des parents qui disent ça va bof, certainement on va consolider notre vie avec un enfant, let's go. C'est ça. Okay. En fait, il n'y a rien de pire parce que ton couple il est déjà pas stable. Il y a déjà des fissures dans tous les sens. C'est ça. Et là, tu as ton tsunami qui arrive, tu as ta vague qui arrive, ta maison elle est déjà bancale, il reste plus rien derrière. Faire un enfant, il faut le faire en tout état de cause et savoir vers où on va. Le nombre de divorces reste assez stable sur les dernières années. Il y a toujours autant de mariages, ça c'est gay, et il y a d'autres formes aussi d'union. Il y a la cohabitation légale, etc. Ça revient pas dans les chiffres. Et les troubles. Les troubles et tout ce que tu veux. On peut tout inventer aujourd'hui. Mais donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'on se marie plus tard. Avant, on se mariait à 18, 20 ans. On était tout jeunes. C'était notre première expérience amoureuse. Et donc, en fait, on connaissait pas trop la vie. Et donc, il y avait beaucoup de divorces par rapport au nombre de mariages, donc le ratio était moins bon. Aujourd'hui, ce ratio s'améliore, tout simplement parce que les gens se marient plus tard, ont déjà vécu pendant X années ensemble avant de se marier, et donc le couple est plus solide. Donc oui, il y a toujours des séparations quand les enfants sont en bas âge, mais il y en a de moins en moins. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'était une de mes conclusions, c'est que les règles du jeu changent aussi. Ouais. Typiquement, là-dessus, les mariages, les gens se marient moins rapidement. La digitalisation,
Les enfants ont des tablettes, des téléphones, des smartwatches. Et donc, du coup, c'est aussi très changeant par rapport à avant. L'accessibilité de l'information. Des jeunes de 8, 9, 10 ans, parfois, ils connaissent beaucoup d'autres types d'informations que c'était le cas dans le passé et ils vont utiliser ça aussi. Donc, ces règles du jeu, je trouve que ça change. Enfin, ça a changé et ça change aussi très rapidement. Qu'est-ce que toi, tu adaptes par rapport à tes modèles et par rapport à tes solutions? De nouveau, moi, j'ai pas de modèle et j'ai pas de solution. Okay. La solution, elle est dans le couple. Moi, j'amène rien comme solution parce que chacun, de nouveau, vit différemment. Il y a autant de manières d'être parent qu'il y a de parents. Je disais aussi un autre fun fact, enfin fun, c'est pas très fun. Dans la première année où le bébé est arrivé, les parents, en moyenne, perdent 700 heures de sommeil. Comment est-ce que le sommeil... tu vas leur dire, les gars, faut dormir. Donc c'est ton conseil. Et eux, ils vont dire, bah ouais, c'est ce qu'on essaie de faire. Et du coup, comment est-ce que le sommeil impacte finalement la coparentalité, la vitalité et viabilité du couple et finalement le bien-être global? Il n'y a rien à faire. Quand on est fatigué, on monte beaucoup plus vite en tension, on est beaucoup plus susceptible. Et donc là, de nouveau, c'est de se dire, est-ce que c'est vraiment le moment maintenant d'aller parler d'un sujet qui est lourd, ou est-ce qu'en fait, on attend d'avoir passé un chouette week-end et de poser la discussion dans un moment qui est beaucoup plus calme et beaucoup plus propice à ça. Si à chaque fois, on balance les trucs à gauche, à droite, après, il y a un peu d'intelligence émotionnelle aussi. Est-ce que c'est la maman qui allait et qui, du coup, se réveille à chaque fois que le bébé se réveille? Clairement, le papa aura plus de sommeil. La maman pourrait à un moment balancer plus de pics parce qu'elle est à fleur de peau, et là c'est au papa de se dire ok, je sais ce qui se passe et je le prends pas pour moi personnellement, hop, ça passe, je le note quand même quelque part pour pouvoir revenir dessus quand ce sera le bon moment. Il n'y a rien de personnel, mais je vais le noter parce que c'est quand même personnel. Mais parce que quand même à un moment on reviendra dessus, mais parce que c'est important de pouvoir en parler, de pas garder les frustrations, mais renvoyer une pique alors que déjà l'autre personne est crevée et à bout de nerfs, ça sert à rien, ça va juste enflammer les choses. Autre fun fact, là c'est un fun fact, je disais que selon l'IFOP, 48% des couples, je voulais pas aller là-dedans mais on va quand même y aller, 48% des couples déclarent avoir fait l'amour dans la même pièce que le bébé. C'est dégueulasse. C'est génial. Non, mais le bébé il dort, pourquoi est-ce que tu t'en empêcherais? Ok. Imagine là mon fils il a 15 ans. C'est plus un bébé. Ah donc en fait c'est ok si c'est un bébé. Si c'est un enfant c'est pas... Mais c'est parce qu'il est en cododo et que du coup tu te dis ok, on reste un couple. Avant tout vous êtes un couple. Tu vas lui dire un jour ou pas? Il faut leur dire un jour ou pas? Mais non, by the way, on l'a déjà fait quand tu étais là. Tu lui diras le jour de son mariage si t'as envie dans le discours. Donc ça reste c'est quelque chose qu'on avoue quoi. Mais tu l'avoues pas, tu le gardes pour toi, ça reste ton jardin secret. En soi, c'est génial de pouvoir le faire. Ça veut dire que tu continues à maintenir ton couple amoureux aussi. C'est primordial. Il y a trop de parents qui s'oublient. Un petit talkie-walkie, un babyphone, non? De quoi? De le mettre dans la pièce à côté? S'il dort, tu vas pas le réveiller. Mais tu changes de pièce. Ouais, tu le changes de pièce. Il dort, il n'entend rien, c'est un bébé, il comprendra même pas ce qui se passe. Il est là. Il te regarde comme ça. Mais si ça te bloque, alors non, tu y arriveras de toute façon pas. Ouais, c'est vrai. Moi, ça me bloque. Autre fait, donc, je disais qu'il y avait 5% de burn-out parental. Selon moi, c'est pas tellement 5%, mais je disais que c'était énormissime et que c'était dévastateur. Comment est-ce qu'on doit prendre cette donnée? Le burn-out parental, c'est quand il y a vraiment un dépassement au niveau de la charge mentale. Et donc, très souvent, c'est les mamans qui souffrent de burn-out parental parce qu'elles ont énormément de choses à gérer. Et de nouveau, notre pays, aujourd'hui, ne laisse pas assez de place au papa pour aider au niveau de cette charge mentale. Et donc, dès le plus jeune âge, c'est la maman qui prend tout en charge. Et en fait, ça continue comme ça. Donc, c'est même pas la faute des papas de ne pas prendre suffisamment de choses en charge. C'est juste qu'on rentre dans une routine et en fait, on est habitué et c'est juste que ça va plus vite. Mais in fine, cette charge mentale arrive et à un moment, le parent, il en peut plus et il a juste envie de tout envoyer péter. Le problème, c'est que quand ça arrive, il n'y a plus rien de constructif qui en sort. Et il y a tout qui... Et tout qui pète. Et tout qui pète, ok. Boulot, activité, sociale. Ah oui, c'est très compliqué. Le parent n'a plus spécialement envie de passer du temps à la maison parce qu'il a juste envie d'encastrer ses gosses, alors que les enfants n'ont rien demandé, ça reste des enfants. Les enfants, ça fait du bruit. Ça crie, ça joue, ça se dispute, c'est normal. Mais à partir du moment où on ne supporte plus le moindre bruit dans la maison, c'est qu'il y a un problème, quoi. Et du coup, à ce moment-là, il faut venir chez toi. Alors, attention que le burn-out, c'est quand même quelque chose de très touchy. Et donc là, c'est plus des psychologues qui vont s'en occuper que des coachs. Toi, tu es en contact avec des psychologues, justement? Vous passez des retours d'expérience, mais des patients? Thérapeutes, psychologues, des avocats même. Clairement, il y a des dossiers qui peuvent être renvoyés à un psychologue qui va faire de la thérapie de couple, par exemple, mais qui se rend compte qu'il y a quelque chose au niveau de la parentalité, pourrait me renvoyer les personnes. Si moi, je reçois une personne et qu'en fait, j'ai un peu des doutes parce que tout est compliqué et que j'ai un peu une suspicion d'un burn-out, je vais demander si je peux contacter le médecin traitant de la personne, voire renvoyer chez un psy en disant voilà, c'est pas le moment aujourd'hui. Le coaching fait bouger. Quand on est en burn-out, il faut d'abord se soigner avant de bouger. D'accord. Donc toi, t'es vraiment dans cet écosystème et toi, ton but, c'est justement que les gens se parlent. Exact. Au bon moment. On n'a pas assez parlé de l'argent, ce côté argent. Moi, j'ai pas mal de potes qui me disent j'ai l'impression quand la crèche
se termine, j'ai l'impression que je gagne de l'argent. Parce que cet argent-là, finalement, c'est le choix. Hein. Soit tu prends une nounou, bon, il faut quand même un certain niveau de vie. Soit tu vas à la crèche, 2 5e, 3 5e, 5 5e. C'est un certain budget. C'est un gros budget. Et parfois, ce budget n'est pris que par une personne du couple. Et je disais qu'une fois sur deux, c'est quand même des gros débats. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là ? C'est quoi la meilleure solution ? De nouveau, c'est de réussir à comprendre pourquoi ça pose question. Donc, il y a des mamans qui vont se dire, parce que de nouveau, c'est souvent la maman qui va faire le sacrifice de moins travailler, par exemple, pour moins mettre l'enfant à la crèche. Parce que du coup, elle sera plus là, elle pourra s'en occuper et ça pourrait coûter moins cher dans le budget. Mais est-ce que la maman a vraiment envie de rester 2 jours semaine à la maison ou est-ce qu'elle a envie de continuer dans sa carrière ? Donc de nouveau, c'est des discussions à avoir et c'est des discussions à avoir avant même que l'enfant arrive quand on y pense parce qu'on le sait qu'il va y avoir le coût de la crèche. Dernier petit chiffre, je disais que dans les années 2000, il y a 25 ans, c'est pas il y a si longtemps, le papa passait en moyenne 8 minutes par jour avec son enfant. 8 minutes par jour. Ouais. Alors tu vas me dire, si c'est 8 minutes de temps hyper qualitatif. 8 minutes. Ça reste 8 bonnes minutes, mais en vrai, c'est ridicule, minutes. Maintenant, ça a considérablement augmenté, j'ai pas les chiffres là, mais ça veut dire qu'il y a déjà une évolution, une progression culturelle, on va dire, par rapport à ça. Il y a le papa moderne, comme on l'appelle. Clairement, il y a des gros changements. Je pense que les papas ont envie de s'impliquer beaucoup plus dans la vie de l'enfant, mais après, il y a toujours la réalité financière aussi. C'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait au niveau finance, parce qu'il faut quand même bosser. Maintenant, si le papa arrive à se libérer plus tôt et avec le télétravail, ça aide aussi évidemment de pouvoir terminer de travailler à 18h à la maison. Mais en fait, on a quand même toute la soirée encore avec l'enfant ou les enfants. De se dire, en fait, le week-end, au lieu d'aller faire mes 25 activités sportives, c'est priorité aux enfants le week-end. Et puis moi, je mettrai mes activités sportives à d'autres moments. Les mentalités changent énormément. Je pense que les papas ont envie aussi de passer plus de temps avec leurs enfants parce que nous-mêmes, on en a potentiellement souffert aussi. De ne pas beaucoup voir nos papas et d'avoir du coup moins de relations avec eux et de se dire en fait moi j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai envie de pouvoir vraiment investir du temps avec et tant mieux, et ça change énormément la donne. C'est quoi les pires excuses de couples que tu as entendues ou d'adultes qui sont venus chez toi? Il y a toujours l'excuse de, par exemple, quand on est débordé, il y a plusieurs enfants qui sont là, il faut s'occuper du repas du soir, on a dit la semaine pas de télévision, en fait on va quand même les mettre devant la télé mais parce que j'étais débordée ça n'allait pas. Ok, mais mets-les devant un livre ou fais leur faire un jeu de société entre temps si c'est pour les occuper. Et donc, c'est toujours l'excuse facile de la télé. L'excuse facile aussi, c'est de se dire ah oui, mais ici, là, j'ai pas réussi à être à temps parce que y a un tel qui m'a appelé et du coup, l'appel a pris beaucoup plus longtemps et du coup, j'étais complètement à la bourre et donc ils ont été dormir 2 heures plus tard. C'est des choses qui vont énerver l'autre et c'est des choses qui sont a priori assez faciles à éviter. En fait. Oui, d'accord. Et c'est des frustrations et du coup, on perd confiance parce qu'on se dit non, on avait dit qu'ils devaient être couchés à telle heure. Finalement, ils ont été dormir 1h30 plus tard, soi-disant parce qu'il y a eu un appel. C'est pas OK. Est-ce que t'es déjà arrivé à la situation où t'as dit au couple bon les gars, en fait, on va s'arrêter, vous allez arrêter. Donc tu préconises que le couple s'arrête. Et question de parenthèse, qui es-tu pour dire ça finalement? Ouais, mais donc justement, je suis pas thérapeute de couple et je le dis très clairement en début de session aussi, c'est que moi je suis pas là pour sauver leur couple. Moi je suis là pour parler de leur parentalité, du cadre qu'ils ont envie de mettre, des valeurs qu'ils ont envie d'inculquer à leurs enfants, de eux en tant que parents à deux. C'est vraiment ça que je vais traiter. Sauf que là, tu peux pas dire arrêtez d'être parents. Ah non, arrêter d'être parents, c'est impossible. T'as signé un contrat et t'en as pour perpète, ça c'est sûr. T'as décidé d'être parent, on va faire en sorte d'être parents de la meilleure des façons. Par contre, ce qui peut arriver, donc moi je vais jamais leur dire voilà, arrêtez votre couple, vous allez droit dans le mur. Non, ça je vais renvoyer à la limite même vers une thérapie de couple. Par contre, ce qu'on peut préconiser, c'est de se dire les gars, la coparentalité, compliqué, comment faire pour éviter un maximum de discussions et de contacts et de réussir à faire en sorte qu'en fait ça se passe le mieux possible dans l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui pour préserver l'enfant. Les applis digitales, les applis numériques sur le téléphone pour être un bon adulte, un bon parent. C'est bien ou pas? Il y a des aides, il y a des conseils qui peuvent être donnés, il y a des applications pour faciliter les dépenses par exemple, ce genre de choses-là. Ça va aider. C'est un pense-bête, quelque chose sur lequel on va pouvoir se décharger. Maintenant, l'application va pas t'aider à mieux communiquer avec ton conjoint ou ton ex-conjoint. Est-ce qu'il y a des grosses différences entre les hommes et les femmes, entre un parent homme et un parent femme dans l'archétype, dans la nature de la parentalité? Alors, pour pas rentrer dans les clichés, je dirais que oui. Je pense que, et de nouveau, là, je fais une grosse généralité, donc c'est à prendre avec des pincettes, je friserai personne. Mais je pense qu'une femme va avoir besoin d'avoir tout beaucoup plus en contrôle, avoir son planning, tout contrôler. Là où les hommes vont plus laisser voir venir et de se dire, on verra bien au moment même. Pourquoi déjà penser à dans 3 semaines alors que là, en fait, on profite du moment présent et au pire, il
vont dormir une demi-heure plus tard, c'est pas très grave. Donc oui, ça c'est quand même quelque chose que je vois assez régulièrement et du coup ça peut aussi mener à certaines frustrations. Surtout quand on se sépare, c'est de se dire non, mais quand ils sont de l'autre côté, je peux pas avoir confiance parce que je sais qu'ils vont dormir tard, je sais que ceci, je sais que cela. La maman va avoir tout sous contrôle beaucoup plus. Grosse généralité, hein. Ouais. Mais oui, il y a quand même des différences. J'écoutais une intervention de Esther Perel qui disait que quand on se disputait, c'était pour 3 raisons. La première raison, c'était le pouvoir, le contrôle, le fait de contrôler la chose. Deuxième, c'est la confiance et le côté rapprochement. Et finalement, c'est aussi le respect et la reconnaissance. Est-ce que c'est 3 valeurs qu'on doit absolument partager pour être en coparentalité parfaite, ou il y a encore d'autres éléments qui rentrent en jeu? C'est des valeurs qui sont extrêmement importantes. À un moment, il faut pouvoir lâcher prise sur le contrôle parce que tu peux pas tout contrôler. Exactement. Et donc, à partir du moment où tu as décidé d'être parent à 2, il faut que les responsabilités soient clairement divisées aussi, de savoir, tiens, lui, en fait, il va plus faire ça, elle va plus faire ça. Au moins, on est clair sur qui a le pouvoir sur quoi. Au niveau de la confiance, soit tu pars du principe que tu as ma confiance 100% et par contre, si tu la perds, tant pis. Le problème, c'est quand il y a un parent qui demande de prouver qu'on peut avoir confiance. Ça devient compliqué du coup. Parce que alors, on rentre dans un jeu, on va devoir prouver systématiquement. Là, ça devient très compliqué. Et alors, on parle de reconnaissance. Oui, c'est hyper important. Même pour un homme, de lui dire « Merci beaucoup, t'as fait la vaisselle, c'est génial ». Un homme, c'est encore plus important qu'une femme de l'entendre. Sorry pour le gros cliché, mais voilà. Pour une femme, c'est important aussi de lui dire « Merci beaucoup d'avoir pris soin des enfants aujourd'hui ». Elle va se sentir vue du coup aussi dans son rôle de maman, respectée là-dedans. C'est méga important. Et clairement, c'est des fondations qui sont... C'est primordial. Finalement, on parle beaucoup de communication. Il y a ces fameux 5 langages de l'amour, tu vois, que je parle, tu les connais. Il y a pas mal d'éléments qui arrivent, finalement, qui sont alignés sur ces 5 langages de l'amour. Donc, on va les rappeler. Donc, il y a les moments de qualité, il y a la parole valorisante, les cadeaux matériels, il y a le besoin de reconnaissance et il y a le toucher. Typiquement, tu fais une pyramide un peu de Maslow pour dire, OK, moi, ma priorité, c'est j'adore le contact. En fait, moi, quand je suis pas bien, j'ai besoin que tu me touches, etc. Est-ce que c'est un peu pareil dans ton modus operandi de dire, OK, en fait, finalement, vous êtes parents, vous devez aussi vous aimer et montrer que vous respectez l'autre et vous devez faire ces 5 langages de l'amour et en parler. Et in fine, si tout va bien là-dessus, tout ira bien avec l'enfant. C'est shortcut ou... C'est assez bien résumé. Un couple qui va bien, qui est heureux, qui fonctionne bien en tant que couple amoureux, va beaucoup plus facilement fonctionner en tant que parent. Des parents qui seront heureux, qui auront leur équilibre au niveau de la vie privée, vie professionnelle, sportive, sociale, tout ça, qui ont un bon équilibre, seront beaucoup plus amènes à éduquer leurs enfants de manière sereine. On va devoir clôturer là. Déjà, j'avais une dernière suggestion, question. Enfin, on dit toujours que c'est one team. Tu disais la conclusion, le punch final, c'était de dire finalement on parle des parents, mais finalement il faut inclure l'enfant dans cette coparentalité. Donc ça reste one team. On dit toujours quand on se dispute entre parents, il faut le faire loin de l'enfant. Pourquoi finalement ne pas inclure d'une façon ou d'une autre cet enfant pour dire OK, on est one team dans le bien ou dans le mal? Alors tout va dépendre de la manière dont on se dispute aussi. Commencer à hurler. Des chaises qui volent? Non. On va éviter. Tout ce qui est violence, tout ça, on évite. Non, se disputer en criant, je crois pas que ce soit une solution de le faire devant l'enfant. Ça, c'est aux parents de réussir à prendre sur eux. Par contre, avoir un désaccord devant l'enfant, pourquoi pas, tant qu'on le fait correctement. Finalement, c'est pas le fond, c'est la forme. C'est la forme. Et de montrer qu'en fait, et d'expliquer, parce que parfois l'enfant pose des questions. À la maison, parfois c'est la même chose aussi. Moi, je suis belle maman, je suis pas maman, mais parfois les filles nous demandent, tiens, papa, Momo, vous vous disputez, pourquoi? On est là, non. On se dispute pas, on a juste un désaccord, on n'est pas d'accord sur le sujet et on en parle, mais tout va bien quoi. Et donc, c'est leur montrer aussi de quelle manière on peut traiter un conflit, un désaccord avec les copains ou plus tard dans leur vie de couple aussi. C'est de montrer qu'en fait, on peut être pas d'accord, c'est pas grave. Tant qu'on arrive à en parler, à mettre des mots dessus et à se comprendre l'un l'autre. Donc de nouveau, je reviens sur ma communication, c'est vraiment mon fil rouge, mais c'est de montrer l'exemple aux enfants. Clairement, après, commencer à se déchirer, à hurler, claquer des portes, on évite. Non, mais ça, il faut pas le faire devant les enfants, ni devant personne, ni devant personne. Son conjoint. Voilà. Ça marche. Merci Morgane. Je voulais que tu fasses des petites suggestions, des préconisations et peut-être que tu termines, si tu voulais laisser un takeaway, laisser une petite conclusion, partager peut-être quelque chose qui était important pour toi. J'ai ramené plusieurs livres ici, mais avant tout, pour moi, ce qui est important et la raison aussi pour laquelle je me suis lancée dans cette folle aventure, c'est vraiment l'enfant. C'est que, en fait, quand il y a un conflit dans le couple, c'est l'enfant qui en pâtit en premier. Le conflit, il est là, ok, fine, on fait avec. Il faut trouver une manière de faire fonctionner les choses, soit de couper complètement contact, mais il faut préserver les enfants. Vos enfants n'ont rien demandé. Et donc, pour ça, il y a quand même quelques livres qui sont intéressants. Bon, il y a la malséparation de Jean Van Immelreich, un psychologue belge qui est très bien, qui explique comment est-ce qu'en fait on continue à maintenir le lien de couple même après la séparation en gardant le conflit. Et alors j'ai quelques livres aussi qui vont expliquer comment rester parent. Et donc c'est des petits livres avec du coaching en fait qui sont dedans. Et donc pas à pas on va apprendre à faire son deuil sur le couple
qui est important pour pouvoir reconstruire une autre coparentalité. Ou alors celui-là, il est assez drôle aussi, c'est comment rater son couple à coup sûr. C'est vendeur. Donc ici, en gros, on explique que il y a des schémas qu'on répète non-stop et en fait, on n'arrive pas à en sortir. Mais le schéma, tant qu'il fonctionne pas, ça sert à rien de continuer. Et parfois, on continue un peu comme une poule sans tête. Sortons du schéma, pensons différemment pour réussir justement à ne pas rater son couple. Donc, ça, c'est un peu en concurrence ou en complément avec cette activité. Donc, pour te contacter, comment est-ce qu'on fait? T'as un site? J'ai un site. Mon activité s'appelle Horizon Partagé au pluriel parce que justement, on peut avoir 2 horizons différents, mais on a toujours un lien commun qui est l'enfant, qui est partagé. Et donc, mon site, c'est horizon au pluriel -partage au pluriel.com. Okay. Je mettrai dans bio. Voilà. Comme ça, il y aura tout là-dessus. Et sinon, j'ai mon Instagram aussi et mon Facebook. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère qu'on a pu tacler quand même pas mal de sujets, j'ai l'impression. J'espère en tout cas que ça aurait été intéressant pour tes auditeurs et pour les miens peut-être aussi. Moi, je pense que c'est surtout intéressant mais important parce que ça fait partie des choses les plus importantes au monde. C'est le bonheur des enfants. Il n'y a pas autre chose de plus important que ça, que de faire en sorte qu'ils s'épanouissent et qu'ils grandissent et en tout cas de faire son maximum pour le faire. C'est ça. Si les gens perçoivent pas l'importance du truc, moi je dis que c'est le podcast le plus important. Non, c'est vraiment important et surtout de le prendre à temps. Pas attendre que ce soit la catastrophe avant d'essayer de sauver quelque chose. Ok, let's go. Merci beaucoup, Momy. Merci à toi. On se revoit vite. Mais oui.